Aujourd'hui, on va faire un point global macro puisqu'on voit que des indices comme par exemple le S&P 500 ont perdu en quelques jours 4,5%. Alors on le sait, c'est en partie dû à la tension géopolitique, mais il y a aussi un phénomène économique derrière et on va voir si jamais ça va continuer à s'empirer, si on doit s'attendre à un méga crack, à une latéralisation, à un repart à la hausse puisque ce n'est rien. Bref, on essaie de brosser un peu le portrait de tout ça et on verra également quelles sont les actions à mettre en place pour essayer d'un peu de se protéger de s'il y a une éventuelle correction et justement pour pouvoir être bien dans son portefeuille, bien dans sa tête. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec des indicateurs long terme et qui nous aident surtout sur la situation économique. Il s'agit de l'indice des prix à la consommation, donc ce qui nous donne un peu l'inflation. On avait dit dans les vidéos précédentes qu'on voyait une légère remontée, en tout cas une stabilisation, et qu'on n'était pas certain qu'il y aurait autant de baisse de taux que ce qui était annoncé, puisque on voyait bien quand même que, alors certains appellent ça une inflation sticky, collante. Moi, je préférais dire que dans tous les cas, c'est une forme de plateau. On a du mal à descendre plus bas, voire quand des fois on a des légères remontées. Ce n'est pas dramatique, mais ça peut dessiner un début de tendance, notamment là quand on avait vu qu'on était un peu plus bas, un peu plus haut, un peu plus haut et qu'on était resté stagnant, on se disait que ça pouvait repartir de plus belle. Donc là, on voit bien, plutôt bonne nouvelle, que ça oscille, donc ça a l'air d'être un plancher, mais attention, quand on voit ici qu'on repart un petit peu à la hausse, on pourrait avoir une reprise et c'est ce qui fait peur en partie à la Fed. Quand on passe aux indices des prix, à la production, on voit qu'on a une hausse, alors plus qu'attendu, donc on avait un prévu à 0,1, on est à 0,3, un prévu à 0,3, on est à 0,6, et là on est légèrement en dessous des attentes, mais on voit bien quand même qu'on est au-dessus, donc ça favorise également un maintien de l'inflation. Ça ne veut pas dire que ça va repartir de plus belle, ça veut juste dire que c'est un petit peu plus compliqué que prévu de faire baisser l'inflation, et donc ça nécessite de garder les taux élevés plus longtemps pour continuer à maintenir cette pression sur l'inflation, sur l'économie. On a ici le taux de chômage où on avait vu que, alors on était sur pareil un plancher et que l'économie tenait relativement bien. On va zoomer un petit peu. On se trouve ici sur un plancher, on a des légères hausses par-ci par-là, mais rien d'extraordinaire. Et de toute manière, cet indicateur, il est surtout là pour confirmer à la fin en général, puisque on le sait, le chômage est le dernier indicateur à partir en vrille. Quand on annonce qu'il y a une récession, c'est bien souvent que le chômage est déjà plus haut, sachant que ces statistiques sont ici dans le passé, puisque forcément c'est pas actualisé au jour le jour. Donc quand on voit que le chômage a explosé, ce n'est que le dernier indicateur qui confirme le fait qu'on est bien en récession et que l'économie va mal. Et bien souvent, c'est déjà visible dans les cours de bourse. Si on se met maintenant sur l'indice du Michigan, anticipation d'inflation, on voit bien qu'on descendait au fur et à mesure. On a des fois des petits pics de rappel puisqu'on anticipe forcément quand il y a des hausses du pétrole ou quoi que ce soit, ça fait immédiatement bouger les anticipations futures de l'inflation, ce qui est logique. Et on voit ici qu'on est quand même sur une tendance baissière globale, donc la Fed fait bien son travail, mais on voit bien que c'est quand même par palier et qu'on a de plus en plus de mal, puisqu'avant il y avait deux petites barres et on descendait. Aujourd'hui, on a des plateaux qui sont de plus en plus longs et il semblerait même que là, on arrive à un moment donné où on remonte. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va repartir de plus belle. On a déjà eu des hausses ici pour finalement baisser un peu plus bas, mais on voit bien que c'est difficile et qu'on arrive sur ce qu'on disait depuis le début, un plancher, et on a du mal à entrevoir une inflation qui va redescendre sous le seuil des 1% pour bientôt. Tout ça conduit bien évidemment à des taux d'intérêt qui sont hauts. Alors, on a déjà vu plus haut, mais là, pour l'économie actuelle, ils sont relativement hauts et surtout, ils perdurent dans le temps. Et là où il était prévu au début 7 baisses de taux, puis 6 baisses de taux, et on avait dit dans ces précédentes vidéos que non pas qu'on savait que ça n'arriverait pas, mais que statistiquement parlant, comme l'inflation tenait, comme l'économie tenait, il y avait de fortes probabilités pour que ça ne baisse pas tout de suite. Donc là, on arrive à potentiellement 3 baisses de taux, et il y en a même certains qui disent qu'on pourrait aller en dessous. Alors évidemment, il y aura sûrement une baisse de taux dans l'année 2024 pour juste envoyer un signal fort. Ça ne veut pas dire que ça va baisser drastiquement et qu'on va redescendre à 2% et que les économies vont repartir. Ça pourrait être juste un coup de com', une annonce pour montrer aux gens que ça y est, le plateau est fini et qu'on va redescendre tout doucement. Mais attention, il ne faudra pas passer dans l'euphorie puisque beaucoup de gens attendent cette baisse des taux. Mais si on passe de 5,50 à 5,25, c'est pas ça qui va rebooster l'économie. Même si on passe à une deuxième baisse de taux et on passe de 5,25 à 5, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est à 5,50 et qu'à la fin de l'année on sera à 5 que ça y est, tout va repartir de plus belle. Les taux d'intérêt seront donc toujours élevés, plus élevés que l'inflation. On sera donc en train de
pressuriser l'économie. Les crédits à la banque seront toujours élevés également, donc ça ralentira les différents investissements. Bref, c'est pas parce qu'il va y avoir une ou deux baisses de taux que ça y est, tout va repartir. Ce qui est important de voir, c'est la rapidité avec laquelle on va justement baisser les taux. Et donc une ou deux baisses, c'est une bonne nouvelle, mais ça sera plus un coup comme plutôt qu'une réelle efficacité dans l'économie. Donc attention à ne pas vous jeter sur les cours de bourse si jamais il y a effectivement une baisse de taux prévue cette année. On passe maintenant aux anticipations des taux directeurs. Donc en mai, bon, sans surprise, 99%. Ici, on est 5,25-50, toujours 80%. Et si on descend un petit peu, on commence à penser que vers juillet-août, on pourrait avoir une première baisse de taux. Alors, c'est toujours pas majoritaire, mais on voit que ça serait possible vers juillet ou septembre. Septembre, on a l'air d'avoir la première baisse de taux. Alors, encore une fois, ce sont des prévisions. Ça ne veut absolument pas dire que ça va se réaliser. On l'a déjà vu par le passé que les prévisions pouvaient être modifiées si jamais il y avait une tension géopolitique, s'il y avait un cours du pétrole qui remontait, si l'économie tenait. Bref, donc attention, c'est à prendre avec des pincettes, mais on voit qu'on ciblerait une première baisse de taux vers le milieu-fin d'année. Et on commence à avoir une deuxième qui se projette ici, puisqu'on voit que la première est toujours majoritaire en novembre, mais la deuxième baisse de taux viendrait par ici. Et quand on descend en décembre, on serait, on va dire, kiff-kiff sur entre une baisse de taux et deux baisses de taux. Donc c'est ce qu'on disait. On pourrait peut-être aller à 3, puisque 4,75, ça nous ferait peut-être 3 baisses de taux, ou 2 énormes. Mais globalement, on est quand même plutôt sur du 5% pour la fin de l'année 2024. Et comme on l'a dit, c'est pas quelque chose qui change énormément l'économie. Côté S&P 500, si on repasse en mensuel, alors on voit bien qu'on commence un petit peu à fléchir. Ça ne veut absolument pas dire que ça y est, c'est le crack assuré. On avait commencé à fléchir ici, on a eu une belle correction, mais on est reparti de plus belle. Ce qu'il faut faire attention, ce sont les niveaux clés. Alors même si je ne suis pas très analyste technique, il faut avouer qu'il y a des niveaux, il y a des supports qui sont relativement efficaces. On le voit par exemple ici, le bas de la bougie ici correspond pile poil sur ce niveau ici. On voit également que ce niveau-là est pile poil sur les niveaux qui sont là. On voit que celui qui est descendu ici était un niveau qui avait été atteint plusieurs fois. Donc il y a quand même certains niveaux qui sont clés pour les gens qui rentrent et sortent du marché. Donc on pourrait s'attendre ici à une baisse et redescendre ici jusqu'au précédent plus haut. Donc là, ça serait une petite correction, une correction mineure. On perdrait que quelques pourcents. On serait d'ici à peu près là 8-9%, ce qui n'est pas énormissime et vu le chemin qu'on a fait dans ce sens-là, ce n'est pas extraordinaire. On pourrait descendre un peu plus bas, venir chercher ici, hop, on va se mettre là, venir chercher ce côté-là, donc moins 12%, ce qui irait encore, puisque tant qu'on ne descend pas plus bas que la moitié de cette hausse-là, ça va. C'est par contre, si on commence à lâcher ici sous ce niveau-là, qu'on enverra un signal fort au marché en disant on n'a plus confiance, on pense que l'économie va faiblir un petit peu et que les sociétés peuvent faiblir un petit peu. Vous avez aussi le côté fondamental où on se dit que là, vous avez l'inflation, là, vous avez les taux directeurs, forcément, on contraint l'économie et tant que ces niveaux, il y a un écart ici, alors évidemment, ce qui compte, c'est que les taux ici soient en dessous de l'inflation pour que ça reparte de plus belle ou juste à un niveau. Mais tant qu'il y a un écart phénoménal comme celui-ci, puisque quand c'est comme ça, ça va à peu près. Quand il y a un écart phénoménal comme celui-ci, c'est problématique puisqu'on contraint fortement l'économie. Et donc, à un moment ou à un autre, en général, il faut entre 12 et 18 mois pour que ce soit réellement efficace. Mais du coup, on y est, puisque là, on était en décembre 2022. On arrive donc là... On est à 12-18 mois, on est exactement dans ce créneau-là. Ça pourrait être le moment où ça commence à faire effet et que l'économie ralentit sévèrement. Un dernier point qui est également à surveiller, c'est la liquidité. On voit la liquidité drive les marchés depuis quelques années maintenant et on voit bien quand la liquidité monte, les cours montent. Quand on assèche la liquidité, ça descend. Et ici, on voit qu'on stagne depuis un moment et que les marchés montent. Donc, si on a la moindre faiblesse ici, ça pourrait faire redescendre. Attention, encore une fois, pas de crack, mais une belle correction. Et si jamais ça remonte, ça pourrait faire une contre-tendance puisqu'on aurait du coup une crainte de marché, mais une liquidité en hausse. Donc, on pourrait se maintenir à ces niveaux-là. Quoi qu'il en soit, s'il fallait prendre une position, un choix, je pense qu'on est arrivé à un moment donné où la hausse n'est plus le scénario le plus probable. Je ne dis pas que ça ne peut pas encore un peu monter, mais moi, vu la hausse qu'on a eue là et vu les conditions aujourd'hui, on a quand même plus de probabilité de rester ici à des niveaux qui sont déjà relativement élevés. On a beaucoup de sociétés qui ont des PER relativement hauts comparé à ce qu'elles gagnent et on n'a pas encore eu les effets sur les résultats trimestriels et annuels. On a d'ailleurs la semaine prochaine les résultats des GAFAM ou des plus grosses boîtes des États-Unis.
On va voir ici, mais il y a intérêt que les résultats soient tip-top parce qu'avec les PER actuels, il ne faudrait pas qu'il y ait la moindre déception. Donc pour moi, où on sera au niveau des attentes et on sera dans un range, où on va commencer à avoir des mauvaises surprises puisque l'économie ralentit, il y aura moins de ventes. On a vu déjà Apple qui disait que le nombre de ventes d'iPhone avait chuté, donc on pourrait avoir des mauvaises surprises et venir corriger. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre la moitié, mais ça veut dire qu'on est à des niveaux assez hauts. On a une situation économique qui se restreint, bref, on a plus de vent contraire que de vent dans le dos. Donc, pour moi, là, une grosse partie de la hausse est faite. On peut toujours aller grappiller quelques points dessus, mais globalement, on devrait plus s'attendre à ou un range, ou une petite correction qui viendrait se remettre au niveau de l'économie actuelle et non pas de ce qu'on pensait il y a encore 6 mois, comme quoi ça y est, on était parti, rien ne pouvait nous arrêter, les résultats trimestriels annuels sont toujours meilleurs et plus qu'attendus. Là, on reviendrait un peu dans la réalité en disant oui, il y a aussi des phases un peu de baisse, les ventes ne sont pas toujours plus, des fois on fait un peu moins que l'année dernière ou un peu moins que le trimestre dernier, et donc on commence à revoir un peu nos jugements sur les investissements. Ça ne veut pas dire que les sociétés vont toutes craquer et tomber, ça veut juste dire qu'il y a des cycles comme partout et qu'on ne fait pas toujours plus de ventes que le mois d'avant. Il arrive qu'il y ait un peu moins de ventes, que du coup on consolide, que les investisseurs réallouent leurs capitaux, puisque si un investissement faisait du 10% et puis que maintenant il fait plus que 6 et qu'il y en a un autre à côté qui fait du 8, et les gens partent vers le 8%, ce qui est logique. Donc on pourrait avoir un mouvement comme ça de certaines sociétés sur d'autres ou de certaines régions du globe vers d'autres. Bref, un réalignement des planètes pour être bien, pour justement que les investisseurs répartissent bien les liquidités et non plus qu'on ait absolument tout sur la tech depuis quelques mois. Alors comment faire pour essayer de se protéger un petit peu, en tout cas d'être serein et de bien dormir la nuit quand on est dans ces périodes comme ça où il peut y avoir un rebasculement, une petite correction, bref qu'on n'est pas sûr de nous puisque on est en pleine hésitation et le fait que les tensions géopolitiques et l'économie soient un peu vacillantes, ça peut générer de l'incertitude chez les investisseurs. Alors la première action possible, c'est de repasser en cash. Avec ça, vous êtes absolument sûr que du coup, ça ne va pas descendre. Vous serez à l'abri si jamais ça corrige. Vous serez à l'abri si jamais ça stagne et qu'au lieu de prendre les portes de saloon, vous hésitez et que vous vous dites, bon au moins je suis en cash, mon patrimoine ne bouge pas. L'inconvénient, c'est que vous êtes sorti des marchés, donc votre argent ne travaille pas. Et si vous restez trop longtemps en dehors des marchés, eh bien vous perdez de l'avance par rapport aux autres, puisque même si d'autres ont 1 ou 2% par an, puisque on admet qu'on est dans un range, mais que globalement ce range il est en très très légère hausse, eh bien vous, votre cash, il se fait juste bouffer par l'inflation, vous n'avez aucun rendement. Mais au moins ça sécurise. On peut faire un mi-chemin entre ces deux-là, vous pouvez réduire vos tailles de position, c'est-à-dire que vous pouvez prendre quelques profits, en 1 ça fait du bien à la tête, parce que du coup vous actez des profits réels, et en 2 vous allégez vos positions. Quelqu'un qui serait 90% de son patrimoine investi par exemple sur le CAC 40 et qui passe plus qu'à 50 ou 40%, il peut profiter de la hausse s'il y a, mais si jamais on corrige et qu'on perd 10-20%, si vous aviez que 50% investi, une chute de 20% ne devient plus que 10%. Et si vous êtes convaincu que le CAC 40 peut remonter, vous réinvestissez le cash que vous aviez mis de côté, ou alors vous attendez encore potentiellement que ça baisse, mais comme la moitié de votre patrimoine est à l'abri en cash ou sur d'autres positions, vous ne subissez pas par exemple la baisse du CAC 40. Donc tailler les positions avec une petite prise de profit, ça peut être le bon moment. Sinon, au niveau des actions que vous pouvez effectuer dans votre portefeuille, actions en termes de sélection de titres, vous pouvez vous orienter vers des titres value. Alors je vous mets ici l'exemple de Vivendi, ça ne veut pas dire que c'est un titre à acheter, ça ne veut pas dire que c'est un titre value absolument, c'est juste un exemple pour voir parce qu'il est relativement concret. On voit ici que ça subit toujours des oscillations, mais quand on regarde, on va se mettre au niveau du screener 3, quand on regarde au niveau des capitaux propres, on a 17 milliards de capitaux propres et 9 milliards de capitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un voulait acheter toute la société, donc acheter toutes les actions, elle paierait 9 milliards 2, mais aurait pour 17 milliards 1 de capitaux propres. Ça revient à acheter un billet de 100 à 50 euros. Et donc, ça ne vous assure absolument pas que le cours ne va pas baisser. D'ailleurs, si on se met ici, je vais cacher un petit peu ça, hop. Si on se met ici et qu'on arrive en, par exemple, 2008, on voit bien que le marché est descendu et que Vivendi a suivi, tout simplement parce que quand tout le monde vend dans la peur et que personne ne sélectionne les titres, tout le monde a juste envie de sortir de ce carnage qui est en train de ruiner tout le monde sort, personne ne réfléchit, ça fait des appels de marge, ça fait casser les stop-loss, bref, tout descend. Donc oui, une société, même value, ne garantit absolument pas la préservation du capital. Mais ça veut dire aussi que quand on arrive sur des points bas,
on est plus confiant dans la société, tout simplement parce qu'on possède un billet de 100 à 50 euros et que donc, même si la société met du temps à remonter, si elle coule et qu'elle va à la casse, eh bien, on récupère au moins la valeur de la société. Si jamais elle remonte, il suffira juste d'attendre le fait qu'elle remonte à vous, votre PRU, et comme ça, vous ressortirez ou à l'équilibre ou en gain. Bref, ça vous permet juste de dormir mieux la nuit et ça vous rassure. Attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que là, on achèterait 9 milliards et qu'on récupérait 17 milliards. Les capitaux propres, ça reste un jeu comptable. On ne revend pas absolument tout comme ça. Mais ça vous donne un ordre d'idée. C'est juste pour l'exemple. Ça vous montre que voilà, on peut avoir des sociétés qui ont des capitaux propres bien au-dessus de leur capitalisation, ce qui vous donne une marge de sécurité. N'oubliez quand même pas que la bourse, c'est et des fondamentaux et de la psychologie, donc quand ça doit descendre, ça descend. Ici aussi, ça ne vous garantit absolument pas le fait que le cours de bourse ne va pas descendre, ça vous aide juste à mieux dormir la nuit et à savoir que derrière, il y a une marge de sécurité et que donc si vous êtes suffisamment patient pour laisser le cours de bourse remonter, vous pourrez récupérer votre argent. Attention cependant, ce n'est pas parce que vous savez que vous avez acheté un billet de 100 à 50 euros que le marché le voit. La personne qui a acheté ici en 2008, même si elle estime qu'elle était sous les fondamentaux, qu'elle avait tout ce qu'il fallait, elle a quand même attendu un long moment pour être à l'équilibre et encore un plus long moment pour être dans le positif. Tout simplement parce que tant que le marché ne reconnaît pas, vous avez beau avoir acheté un billet de 100 à 50 euros, tant que le marché ne reconnaît pas qu'effectivement ça vaut bien 100 euros, eh bien il peut mettre du temps, donc il faut être extrêmement patient. Ce n'est pas un problème en soi si vous avez un horizon long terme, mais si jamais vous voulez sortir au bout de 5, 7, 8, 10, 12 ans, eh bien on voit bien par exemple ici que ça aurait pu être problématique. Donc attention quand même, ça ne garantit absolument rien, ça vous assure juste un peu plus de marge de sécurité. Et sinon, vous pouvez vous orienter vers des rouleaux compresseurs, des titres de croissance qui gagnent toujours plus d'argent, encore plus d'argent, et qui nécessairement sur le long terme montent et montent beaucoup plus vite. On voit ici par exemple l'Index Laboratories. Alors pareil, ça ne veut absolument pas dire que c'est un titre génial et qu'il faut absolument l'acheter. Je l'utilise pour l'exemple. On voit ici qu'on a des oscillations un peu comme tout le marché depuis 2-3 ans maintenant. Mais si on remonte ici, alors je vais mettre en logarithmique puisque on va descendre là. Si je me mets ici en 2008, on voit également qu'on a eu une perte. On est passé du plus haut au plus bas à moins 60%, très bien, mais on voit également que le titre est remonté relativement rapidement et qu'en 2010, en avril 2010, quelqu'un qui aurait acheté au plus haut se retrouvait déjà à l'équilibre et ensuite, il a continué à gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que ce genre de société, si on passe sur le screener 1, ça gagne toujours plus d'argent en chiffre d'affaires, ça fait rentrer énormément d'argent dans la société, qu'au niveau des revenus nets, on continue également à gagner de l'argent, donc il n'en faut pas plus au marché. Une société qui gagne beaucoup plus d'argent et qui continue d'avoir un chiffre d'affaires en croissance, eh bien ça décolle énormément et donc même le moindre crack est très rapidement effacé et ça repart de plus belle. Si je me mets en logarithmique encore une fois, quelqu'un qui aurait acheté ici en 2008, donc se retrouvait à l'équilibre en avril 2010, on avait dit par là, et donc ensuite, il a continué à gagner de l'argent et là, ne serait-ce que par exemple, on avait dit comme l'autre en une dizaine d'années, quelqu'un qui a acheté au plus haut ici en, on va dire 2008 et on se met ici en 2018, arrivait à 461%. C'est un véritable rouleau compresseur et même avec un crack, il aurait fait quand même un x4,5 en 10 ans. Eh bien, c'est exactement ce genre de société que je vous apprends à dénicher, à trouver dans la formation, c'est d'avoir des rouleaux compresseurs qui gagnent toujours plus d'argent, qui font d'énormes marges, qui sont dans un secteur porteur, qui font beaucoup de profits et qui donc ont beaucoup plus de probabilité de monter et de monter fort sur le long terme. Des sociétés qui ne subissent pas autant les crises que les autres, des sociétés qui, dans des périodes défavorables, continuent quand même de grandir alors que d'autres sociétés stagnent, voire même descendent. Ce sont des sociétés qui continuent de grandir, continuent à engranger des bénéfices et ce sont des sociétés, quand du coup l'économie revient et repart, ce sont des sociétés qui ont une croissance phénoménale et qui vous permettent d'avoir des multiples extraordinaires en bourse comme les sociétés que je présente ici. L'objectif est de relever les points communs des sociétés qui ont déjà fonctionné, qui sont aujourd'hui les titans d'aujourd'hui, les leaders de leur marché, comment ils ont fait, comment ils s'y sont pris, quels sont les ratios qu'il faut avoir, les critères qu'il faut étudier, bref, tout ce qui permet d'avoir une carte d'identité de la société idéale et pour objectif de faire exploser votre patrimoine. Alors évidemment, il ne faut pas mettre 100% de votre portefeuille là-dessus, mais avoir quelques titres comme ça qui représentent 10-15% de votre portefeuille pour justement dynamiser en période de crack, pour justement remonter plus vite ou pour booster votre rendement quand l'économie est favorable et que les autres titres peinent un petit peu ou croissent mais doucement alors que ceux-ci explosent, ça peut être une très bonne approche, une très bonne stratégie.
Évidemment, ces sociétés sont rares, elles ne sont pas partout, il faut fouiller, dénicher, trouver les bons ratios, trouver les bons critères, et des fois il y a des critères qui sont à eux seuls complètement déterminants et pourtant ce n'est absolument pas connu du marché, en tout cas pas de la part de 90% des investisseurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui avec l'ère de l'informatique, on peut trier à une vitesse grand V et donc on peut filtrer des milliers de résultats en quelques secondes. L'objectif de la formation, c'est de vous faire dénicher ce genre de société, d'en mettre quelques-unes dans votre portefeuille, et si ne serait-ce qu'une seule fait un x200, x500 ou un x1000, ça va complètement changer la performance globale de votre portefeuille. Et évidemment, cette stratégie n'est pas miraculeuse, il n'est pas question de faire un x300 en un an. On l'a vu par exemple sur l'écran avec Index Laboratories, il y a des périodes pendant 2-3 ans où il y a un crack, forcément elle subit comme tout le monde le marché. Donc il n'est pas question de faire un gros coup, il faut être là pour le long terme, 5, 10, 15, 20 ans et plus si possible, mais plus vous attendez, plus le x500 ou le x1000 peut être possible. Évidemment, il va falloir travailler dur, ça ne se trouve pas comme ça, sinon tout le monde le ferait. Si vous voulez des résultats exceptionnels, il va falloir fournir un travail exceptionnel, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Imaginez juste un de vos titres qui fait x100 ou x200 ou même x1000. Imaginez juste la performance que ça peut avoir sur votre portefeuille et sur votre fortune également. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez avoir le programme pour voir si c'est fait pour vous, je vous mets le lien en premier dans la description. Je vous rappelle qu'il y a la promo de moins 50% jusqu'à dimanche soir minuit et après elle reprendra son prix normal, voire même elle va augmenter puisque je vais rajouter des choses. J'ai déjà tourné des vidéos que je vais mettre et je vais également prendre l'avis de tous ceux qui ont déjà acheté la formation et faire une compilation des questions, des interrogations. Donc forcément la réduction va s'enlever et le prix de la formation va augmenter, donc c'est votre dernière chance de l'avoir à ce prix-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!